Taichi était un raté qui a été accidentellement propulsé dans un autre monde avec son béguin. Cependant, tout a changé quand il a réalisé qu'il avait une magie surpuissante, alors il s'est mis en tête de devenir le plus fort pour briser quiconque oserait s'en prendre à elle. L'histoire commence alors que Taichi rentre de l'école avec sa superbe meilleure amie, Rin, quand il remarque un cercle magique briller sous ses pieds et se demande ce qu'il se passe. Quand il comprend qu'il va être téléporté, il repousse Rin pour qu'elle ne soit pas emportée, mais elle refuse et s'accroche à lui car elle ne veut pas qu'il lui arrive malheur. L'instant d'après, il se retrouve téléporté dans un champ au milieu de nulle part. Immédiatement, ils partent tous les deux chercher du réseau, mais Taichi n'y croit pas car il soupçonne qu'ils sont dans un autre monde. Entendre cela effraie Rin et elle le supplie d'arrêter d'imaginer le pire. Cependant, elle manque de se faire dessus en voyant un cheval monstrueux surgir derrière Taichi avec un appétit féroce. Le premier réflexe de Taichi est de fuir avec Rin, mais réalisant que le cheval les rattrapera facilement, il se propose comme appât pour que Rin puisse s'échapper. Rin refuse de l'abandonner, alors Taichi prend les choses en main et attaque le monstre avec une pierre pour attirer son attention. Mais juste au moment où le monstre allait le griller, une équipe d'aventuriers surgit de nulle part et l'élimine avec des attaques magiques précises. Après le combat, Taichi est sous le choc de cette magie, mais certain d'être dans un isekai et qu'il doit trouver un moyen de survivre dans ce nouveau monde avec Rin. Le soir même, les aventuriers se présentent et conseillent à Taichi de ne pas voyager seul à cause des récentes attaques de monstres. L'un d'eux mentionne même une ville proche, ce qui intéresse Taichi car il a besoin d'un endroit où loger. Quand il le dit, l'aventurier propose de les emmener, lui et Rin, à la ville suivante, et Taichi est ravi. Cependant, il comprend vite au silence de Rin que quelque chose ne va pas, alors après avoir parlé aux aventuriers, il la voit en privé pour savoir ce qu'il y a. Une fois seule, Rin se confie et lui demande de ne plus jamais se sacrifier pour elle, car elle ne supporterait pas de le perdre. En entendant ça, Taichi s'en veut et promet de ne jamais la laisser seule, quoi qu'il arrive, et ils se réconcilient. Le lendemain, les aventuriers emmènent Taichi et Rin à la ville la plus proche et leur indiquent la guilde pour qu'ils s'inscrivent comme aventuriers. Hélas, à la guilde, la réceptionniste est choquée lors de l'évaluation magique de Rin et Taichi car le cristal de test ne peut pas mesurer leur puissance. À cause de cela, elle part appeler le maître de la guilde, Gérard, et une elfe surpuissante nommée Mira. À son arrivée, Gérard dit à Taichi que lui et Rin ne pourront pas s'inscrire avant d'avoir vu avec Mira quelqu'un capable d'évaluer leur capacité magique. En entendant cela, Rin commence à paniquer et se demande ce qui se passe, mais Gérard la rassure en lui disant qu'elle n'a rien à craindre. Vers le coucher du soleil, Mira les guide vers une maison en forêt où une gothique sexy nommée Lemia leur ouvre la porte pour les accueillir. Alors que Taichi fixe la poitrine de Lemia, Rin lui cache immédiatement les yeux pour éviter tout incident. Après cela, Lemia présente à Rin et Taichi deux dispositifs magiques distincts, expliquant qu'ils mesureront avec précision leur force magique. Une fois le test passé, Lemia est totalement stupéfaite, car Taichi et Rin sont incroyablement puissants. Sur ce, Lemia propose d'être leur mentor, promettant de leur apprendre à maîtriser leur pouvoir pour le bien de tous. Plus tard cette nuit-là, un type à capuche voit un homme étrange et lui dit qu'il a tenté de saboter le sort d'invocation de la princesse, mais sans succès. Le type bizarre demande alors après ceux qui ont été invoqués et apprend qu'une recherche est déjà en cours pour les retrouver. De retour dans les bois, Lemia dit à Taichi que sa capacité magique dépasse 120 000, tandis que celle de Rin est de 37 000, ce qui est presque impossible pour des mages normaux. Mira révèle ensuite que même Lemia, la mage la plus puissante de tout leur royaume, n'a qu'une capacité de 43 000, alors que la sienne atteint à peine 35 000, ce qui est curieusement encore plus bas que celle de Rin. Elle poursuit en les avertissant qu'à moins d'apprendre à contrôler une telle puissance, ils finiront tous les deux par s'autodétruire. Elle leur suggère donc d'accepter l'offre de Lemia tant qu'ils le peuvent encore. Après avoir entendu tout cela, Taichi demande avec impatience de quoi il sera capable une fois qu'il maîtrisera enfin son pouvoir, et Lemia répond qu'il pourrait briser une carte entière à lui seul, et même devenir un roi un jour. Elle ajoute ensuite que s'il monte sur le trône, il sera libre de faire admirer son bâton par des modèles OnlyFans. En entendant cela, Taichi commence immédiatement à évaluer sa silhouette pour voir si elle est assez pulpeuse pour faire l'affaire, mais Rin intervient et gâche son petit fantasme. Le lendemain matin, alors que le groupe s'installe pour le petit déjeuner, Mira explique que les sorts magiques sont simplement des techniques qu'un mage peut réaliser une fois qu'il a confié son pouvoir aux esprits magiques. Lemia renchérit en disant qu'il n'existe que 4 types d'esprits, le feu, l'eau, la terre et l'air, et que le commun des mortels ne peut généralement en canaliser qu'un seul. Cela dit, alors que certains mages comme Mira peuvent en manier 2, ou dans le cas de Lemia, même 3, Rin est la seule à pouvoir commander les 4 types de magie à la fois.
La nouvelle enchante Taichi, qui demande alors rapidement quel est son propre type. Le Mia révèle qu'il n'est pas du tout un mage normal, mais un sorcier, quelqu'un qui n'a pas besoin d'emprunter le pouvoir d'un esprit pour lancer de la magie ou utiliser des sorts. Au lieu de cela, il peut conclure des pactes directement avec les esprits et puiser en eux lui-même, où il pourrait rejeter totalement les formes de magie de base pour étudier la sorcellerie ancienne, un art qui plie la lumière, les ténèbres et même l'espace-temps à sa volonté. Plus tard, alors que l'entraînement de Taichi commence, Lemia montre comment abattre un arbre d'un seul coup de poing, mais il est distrait par cette voix étrange qui lui murmure à nouveau bonne chance. Le Mia pense qu'il fait juste l'idiot et l'entraîne vers sa tâche suivante, en l'avertissant au passage qu'il sera privé de dîner s'il échoue aujourd'hui. Pendant ce temps, Mira apprend à Rin comment conjurer un sort de feu, et Rin y parvient presque instantanément. Cet exploit prend l'elfe totalement au dépourvu, et elle félicite Rin d'avoir appris si vite, ce qui fait rougir la jeune fille. Un peu plus tard, alors que Taichi est allongé dans la forêt, se demandant si Lemia mérite une place dans son futur harem, Rin apparaît et lui dit de ne pas jeter l'éponge si vite. Une fois qu'elle l'a remis sur pied, il tente à nouveau de puiser dans son mana et cette fois, la même voix que tout à l'heure le presse de l'invoquer depuis le centre même de son corps. Dès que Taichi essaie cette astuce, son mana commence à briller dans la paume de sa main et la voix lui dit qu'ils se rencontreront bientôt. À ce moment-là, il ouvre brusquement les yeux et demande à Rin si elle a aussi entendu la voix, mais elle répond que non, alors le duo retourne au chalet pour dîner. Pendant le dîner, le Mia flatte le complexe de supériorité naissant de Rin en la félicitant pour tout le chemin parcouru dès son premier jour. Puis elle se tourne vers Taichi et explique que son entraînement de base consistera à renforcer son corps avec son mana, du moins jusqu'à ce qu'il puisse déterminer son type d'élément. Elle lui conseille alors de manger comme 4, car cet entraînement va demander une force physique colossale. Plus tard cette nuit-là, alors que Lemia fait son fanservice, Mira s'approche d'elle et lui demande ce qu'elle pense vraiment de Rin et Taichi. Elle répond que même si elle trouve leur apparition soudaine plutôt suspecte, elle est convaincue que si les gens de la capitale mettent la main sur eux, ils finiront en viande fumée. Elle révèle aussi qu'elle compte boucler leur entraînement en 3 semaines pour qu'ils deviennent assez forts pour se protéger, ce qui prend Mira au dépourvu. Ces 3 semaines passent, et un soir, Taichi utilise le renforcement physique pour éliminer un loup démoniaque pendant que Rin s'occupe d'une meute de lapins à cornes. Perplexe de voir ces lapins vouloir la manger alors qu'ils sont censés être végétaliens, elle utilise des attaques de terre et d'eau pour les épuiser, avant de les achever d'un éclair. À ce moment, Taichi s'approche et montre fièrement les crocs qu'il a ramassés tandis que Mira et Lemia les observent de loin, l'elfe admirant Rin comme toujours, ce qui fait que Lemia se demande si elle n'a pas un faible pour la fille. Plus tard, au dîner, elle dit au duo de savourer le repas car c'est la dernière fois qu'ils peuvent profiter de sa générosité aussi effrontément. Quand Taichi demande pourquoi, Lemia lui rappelle qu'il est venu la voir pour devenir aventurier et suggère qu'ils retournent en ville demain pour lancer leur nouvelle carrière. Rin est d'accord, alors Lemia les avertit de rester sur leur garde en ville puisqu'ils sont des égarés. Quand Taichi demande ce que ça signifie, elle explique que selon les livres, toutes les quelques décennies, un portail spatio-temporel s'ouvre et entraîne des humains d'un autre monde dans le leur, où un mage les invoque via un cercle magique, ce qui fait réaliser à Taichi qu'ils sont dans le second cas. Il demande quelle pourrait être la raison de leur invocation, et Lemia dit que seul celui qui les a invoqués peut répondre, tandis que Mira ajoute que la magie d'invocation est incroyablement rare et que seule une poignée de mages peut la réussir. Bien que cela frustre Rin de ne pas savoir comment retrouver leur invocateur, Taichi souligne que ça simplifie les choses, car s'il y a peu d'options, l'une d'elles doit être la bonne. Lemia acquiesce. Plus tard cette nuit-là, alors que Rin s'installe à côté de Taichi, il la remercie de l'avoir suivie dans ce monde et admet qu'il serait mort si elle n'était pas restée à ses côtés. Rin insiste sur le fait que c'est faux, mais il explique qu'il n'a affronté le cheval plutôt que pour la protéger, ce qui l'a fait totalement rougir. Encore plus tard, cette nuit-là, alors qu'il contemple sa main brillante et se demande s'il peut vraiment détruire des nations, il entend à nouveau cette voix étrange qui lui dit qu'ils se verront bientôt, ce qui le terrifie complètement. Environ 2 semaines plus tard, Taichi rêve de cette même voix appelant son nom une fois de plus, et il se réveille en sursaut. Il repense ensuite à la façon dont lui et Rin se sont installés en ville et ont commencé à travailler comme aventuriers de rang E, gagnant péniblement leur vie grâce à des petits boulots tout en découvrant lentement leur nouveau monde. Le lendemain matin, il surprend Rin en train d'étudier la géographie de ce monde et la taquine en l'appelant l'Intello. À ce moment, la serveuse leur remet une lettre de la guilde et ils trouvent étrange qu'ils aient été officiellement convoqués, surtout qu'ils sont encore au bas de l'échelle. Plus tard, lorsqu'ils s'entretiennent avec le maître de la guilde, il leur confie une nouvelle mission qui les envoie dans un bar des bas-fonds pour enquêter sur le vol de marchandises aux marchands sur la route revendus ensuite dans ces quartiers pauvres.
Taichi se demande pourquoi on leur refile une mission de rendez, et le maître de la guilde admet qu'il fait simplement le radin pour économiser de l'argent, car 2 groupes de rendez ont déjà échoué, et confier ça à un groupe de rancés lui coûterait plus cher. Juste au moment où Taichi commence à se sentir insulté, le maître de guilde les flatte en soulignant qu'ils sont les élèves de l'Emiya. Il est donc convaincu qu'une telle mission sera un jeu d'enfant pour eux. Il propose également de les faire passer au rang D s'ils réussissent, et le duo accepte presque instantanément. Plus tard, alors qu'ils se rendent au marché local, Rin dit qu'il devrait être reconnaissant de ne plus avoir à récurer les égouts et à déblayer les décombres. À cela, Taichi répond qu'il pourrait accepter de meilleurs emplois si l'Emiya ne l'avait pas mis en garde contre l'utilisation de son renforcement de puissance en dehors des combats, et il se plaint de ne toujours pas pouvoir en exploiter plus de 30%. Rin rit et dit qu'elle ne voudrait pas qu'il perde son humanité s'il dépasse cette limite, et Taichi est d'accord. À ce moment-là, Rin repère un vendeur de fruits et se précipite pour prendre des poires, pour découvrir que le prix a doublé depuis la semaine dernière, une seule poire coûtant désormais une pièce d'argent. Taichi convertit cela en 50 $ et manque de faire une crise cardiaque. Mais le commerçant s'excuse et explique que comme la plupart des fruits sont volés pendant le transport, ils ne reçoivent que des stocks minuscules et outrageusement chers. Plus tard, alors qu'ils achètent les poires et les croquent quand même, Rin s'inquiète que la rumeur sur des monstres attaquant les véhicules de transport soit vraie, ce qui fait remarquer à Taichi que cela doit aussi être lié à leur mission, puisque les marchandises volées finissent dans les bidonvilles. Cette nuit-là, ils voient une boîte suspecte sortir du bar du bidonville, ce qui confirme pratiquement leur théorie. Quelques instants plus tard, ils entrent dans le bar comme 2 idiots finis, et Taichi demande au barman de préparer 2 verres de lait sucré. Tout le bar éclate de rire à cette demande, et le barman dit à Taichi de rentrer chez lui et de consulter un thérapeute. Le gars ne s'en offusque pas et demande de l'eau à la place, puis s'installe et demande au barman où il pourrait trouver les marchandises qui ne sont pas vendues au marché. Il explique que leur plan est de s'emparer de ces biens et de les revendre au marché noir pour une fortune afin qu'ils deviennent tous 2 millionnaires du jour au lendemain. Quand le barman dit qu'il n'est pas intéressé, Taichi dépose une bourse pleine d'argent sur la table et Rin ajoute qu'ils ont entendu dire qu'il lâcherait n'importe quelle information tant que la paye est correcte. Cela attire l'attention du reste des brutes avides d'argent dans le bar, alors le duo soupire avant de leur flanquer une raclée. Un homme avoue avoir participé au transport d'une cargaison vers le bar depuis un chariot qui avait été pris en embuscade, mais il jure n'avoir aucune idée de la façon dont l'attaque s'est déroulée. Cela fait aussi parler le barman qui dit calmement que bien que ce bar ait fait circuler une partie de la cargaison volée, ce n'est rien d'inhabituel dans ce quartier de la ville. Alors qu'ils partent et se disent que les minables du bar ne sont pas ceux qui ont éliminé 2 groupes de rendez, Taichi réalise qu'ils sont suivis, alors ils se mettent à courir pour être coupés par 3 méchants masqués bloquant leur chemin. L'une d'elles se jette immédiatement sur eux avec son épée, mais Taichi la repousse avec aisance et dit qu'ils devront capturer ces 3-là s'ils veulent une prime du maître de guilde. Il rengaine son épée et active le renforcement physique, puis projette l'une des filles directement contre un mur voisin. Alors que la deuxième charge, Rin utilise une attaque aérienne pour la mettre à terre et Taichi lui donne un coup de poing au visage pour l'assommer. Il se tourne ensuite vers leur chef et la traite de lâche pour avoir laissé ses subordonnés encaisser tous les coups. Mais à ce moment précis, l'autre fille leur lance une bombe fumigène. Le temps que Rin dissipe la fumée, les 2 autres se sont déjà éclipsés, ne leur laissant d'autre choix que de ramener la 3e à la guilde. Cette nuit-là, quand la fille reprend enfin connaissance, elle se retrouve ligotée à une chaise. Le maître de la guilde se tient devant sa cellule et lui dit de vivre sagement désormais, car ils l'ont épargnée et ses complices assassins ne sauront jamais où elle est. Le lendemain matin, Taichi et Rin retrouvent Mira dans un resto du coin et discutent du prix de la nourriture qui a triplé en un seul jour. Elle les félicite pour leur promotion au rendez et dit qu'elle aimerait former un groupe avec eux 2. Une fois d'accord, Mira révèle que les vergers de poires de la ville d'importation ont été pillés par des voleurs et elle doit garder les champs et traquer les coupables. Elle soupçonne un puissant mage de les protéger et ajoute que la prime pour capturer les voleurs est de 500 pièces d'argent. Alors que le groupe part, Mira sourit discrètement, réalisant qu'elle a enfin son propre groupe, même si elle n'en a jamais voulu. À la ferme, 2 fermiers les accueillent avec Kassim, un jeune garçon dont la poignée de main trouble Taichi même s'il n'y prête pas attention. Alors que les fermiers les mènent au verger, Rin sent une présence via son bâton, et tout le monde se fige quand un orc obèse surgit avec ses sbires ogres. Rin dirige la défense, tandis que Mira et Taichi se préparent au combat. L'elfe découpe les ogres, et Taichi terrasse le boss avec un coup de poing, renforcé à 35%, l'envoyant direct dans l'au-delà. Cette nuit-là, Rin note que les orques et les ogres ne rôdent pas ici, et Mira convient que c'est suspect.
Rin conclut que quelqu'un a planifié l'attaque, il décide donc d'observer le prochain mouvement de l'ennemi avant d'agir. Pendant ce temps, un homme suspect dans la forêt massacre des petits monstres et récolte leur sang, marmonnant qu'il va bientôt montrer à ses aventuriers qui est le patron. Au matin, la femme assassin se demande encore pourquoi Taichi a choisi de l'épargner au lieu de la tuer alors qu'il aurait clairement pu le faire. Et juste à ce moment-là, le maître de la guilde entre dans sa cellule pour lui demander si elle a pris une décision, ce qui provoque un signe de tête de sa part. Ailleurs, dans les bois, l'équipe tombe sur des empreintes fraîches près d'un feu de camp éteint, et la vue rend les fermiers furieux devant le culot de ces voleurs. Peu après, le bâton de Rin s'illumine à nouveau, mais cette fois, le signal indique que ce ne sont pas des ogres, mais un trio d'humains cachés tout près. Grâce à la magie de Rin, ils repèrent vite les coupables, et les fermiers se précipitent pour leur donner une bonne correction. Pourtant, dès que ces voleurs sortent leurs lames, les fermiers se pissent dessus et reculent. C'est alors que Taichi s'avance vers la ferme d'Ora avec une dure à cuire de chaque côté, disant aux voleurs de déguerpir puisqu'ils font face à de vrais aventuriers. Une fois les perdants arrêtés, ils grommellent que leur mage les a abandonnés, insistant sur le fait qu'autrement, elle aurait réglé leur compte à ces aventuriers facilement. Taichi les écoute, puis déclare qu'il les jette derrière les barreaux pour leur vol, et les fermiers s'emparent des escrocs et les emmènent. Dès qu'ils sont partis, Cassim remercie Taichi et lui serre la main, provoquant à nouveau cette même sensation bizarre. Seulement maintenant, Taichi dit ce qu'il pense et demande pourquoi les mains du garçon sont si douces alors que celles des autres fermiers sont calleuses. Cassim n'y prête pas attention en disant qu'il se contente de superviser le travail. Pourtant, Mira intervient en disant qu'il savait aussi exactement ce que les orques faisaient là, chose qu'aucun habitant ordinaire ne pourrait faire. C'est là qu'il abandonne son rôle de gentil et avoue que c'est lui qui a invoqué les orques ici et que c'est lui qui tirait les ficelles des voleurs. Pile au bon moment, sa partenaire, Grammy, apparaît comme étant cette fameuse mage, tandis que Cassim ajoute qu'il les a attirés ici simplement pour tester leurs capacités. Alors que le groupe dégaine ses armes, Cassim déclare que Taichi lui appartient, laissant Grammy s'occuper des filles. Mira attaque la première et frappe la fille de son épée, mais celle-ci part facilement et dit qu'elle les a épargnés depuis sa cachette, car elle voulait savourer leur combat. Alors que Mira se demande si elle a toute sa tête, Rin lance un sort de feu sur elle, mais Grammy l'éteint d'un tourbillon. Rin lance alors son propre sort de vent pour distraire la folle, espérant gagner du temps pour que Mira active son renforcement physique. Pendant ce temps, Taichi affronte Cassim et lui demande pourquoi il n'est pas armé. Le garçon invoque son familier de glace et dit qu'il n'aime pas se battre car il doit garder ses mains douces. En entendant cela, Taichi le prévient de ne pas le sous-estimer et se jette sur la bête pour l'achever, mais il passe à travers. Cassim rit et explique que son familier étant un élémentaire, les attaques physiques ne l'atteignent pas, mais comme il peut riposter, Taichi pourrait au moins utiliser son épée inutile pour se défendre. Il tente tout de même de frapper le monstre, mais celui-ci crache un barrage de stalactites que Taichi parvient de justesse à bloquer. Cassim dit comprendre que Taichi brûle d'envie d'échanger sa place avec les filles car elle maîtrise le feu et le traite de bon à rien qui n'a que ses poings pour se battre. En entendant cela, Taichi se sait condamné et demande à Cassim pourquoi il fait tout ça. Mais le garçon reste muet et sort une boule de sang rouge qu'il donne à manger à son familier. Cela le transforme en sa forme rouge, qui charge immédiatement Taichi et le plaque au sol. Le coup lui fait cracher du sang, mais Cassim l'assure qu'il ne le laissera pas mourir car il est un pion important pour lui. Il explique ensuite que voulant les pouvoirs de Taichi, il utilisera ses amis comme moyen de pression et les livrera à des hommes abjects s'ils refusent d'obéir. Au même moment, Rin enchaîne les attaques de terre et d'eau pour tenir Grammy à distance jusqu'à ce que Mira finisse de charger et fonce sur elle. Même lorsqu'elle porte son attaque la plus puissante, Grammy rit et dit que son regard l'excite. Rin le remarque et tente de soutenir l'elfe avec sa magie de terre, mais Grammy utilise le corps de Mira comme bouclier. Elle assène ensuite un coup de poing dans le ventre de Mira et l'envoie valser avant de charger Rin. Alors que les deux filles gisent au sol, Grammy se dit déçue qu'elle se soit révélée si faible. Mais Mira rit et dit qu'elle ne dira plus ça une fois le deuxième round terminé. Alors qu'elle se relève, Rin dit qu'elles doivent reprendre leur stratégie initiale et Mira charge instantanément Grammy avec son épée. Alors qu'elle les accuse d'utiliser les mêmes tactiques minables, Rin surgit derrière elle avec son épée de foudre, forçant Grammy à reculer. Cependant, Mira se glisse derrière elle et la frappe au ventre, après quoi Rin la transperce de son épée de foudre. Cela ne fait que chauffer le ventre de Grammy et elle incite les filles à l'attaquer encore plus fort. Rin répond en invoquant un tourbillon et en l'enflammant, avant que Mira ne termine le combat d'un dernier coup d'épée de feu. Alors que Grammy gît au sol dans son sang, Cassim s'approche et se vante de l'état dans lequel il a mis Taichi.
Il dit ensuite aux filles de lui obéir si elles veulent que Taichi vive, tandis que le perdant maudit sa chance et aimerait pouvoir les sauver. À ce moment, il entend cette même voix étrange résonner dans son esprit, se présentant comme l'esprit du vent et lui offrant la force de vaincre Cassim. Quelques instants plus tard, Taichi est sauvé de justesse de la mort et Aura rit de la facilité avec laquelle il triche. Cassim ordonne à sa bête rouge de frapper, mais Taichi l'écarte avec sa magie du vent qui engloutit la bête et son attaque. Voyant cela, Cassim et Grammy s'enfuient comme des lâches, mais Taichi leur ordonne de s'arrêter et jure de les détruire. Peu après, alors que Cassim s'enfuit avec son bras coupé près d'une Grammy blessée, ils admettent avoir sous-estimé Taichi. Pendant ce temps, il gît inconscient dans la forêt, et les filles font de leur mieux pour soigner ses blessures. Quand Taichi se réveille, il se trouve chez Lemia et il rougit en voyant sa poitrine généreuse. Peu après, il dévore tout ce qu'elle a servi et elle le taquine pour avoir mangé de quoi nourrir 5 personnes. Réalisant son excès, Taichi demande la cause et Lemia explique que c'est parce qu'il a épuisé tout son pouvoir magique. À cause de cela, il a dormi pendant une semaine entière. Lemia souligne aussi ses découvertes sur lui, sur sa récupération facile mais lente pour recharger sa magie épuisée. Elle révèle que Ri et Mira s'inquiétaient pour lui, alors elles l'ont amené chez elle quand il ne se réveillait pas. Apprenant qu'elles ont dû avoir du mal sans lui, Taichi remercie Lemia et détaille ce qui s'est passé dans la forêt. Après l'avoir écouté, elle lui dit que la technique de Cassim était le pacte cramoisi, une magie cruelle et interdite qui utilise le sang pour décupler le pouvoir magique. Quand Taichi lui raconte comment Ariel l'a aidé à éliminer le monstre de Cassim, Lemia s'exclame et lui demande si c'est vrai. Et quand il le confirme, elle a du mal à le croire. Taichi demande des explications, alors elle lui rappelle qu'il est unique car il utilise la sorcellerie et elle ignorait son type de magicien. Désormais, elle lui dit que c'est différent, il est un invocateur qui pactise avec des esprits et utilise une magie liée à leurs liens. Lemia explique qu'il diffère des chamans car il accède à des esprits supérieurs aux dragons et peut puiser leur force directement. Pendant ce temps, Cassim et Grammy font leur rapport à un supérieur nommé Lodra qui leur confie aussitôt une autre mission. Avant de partir pour un carnaval, Lodra donne un pouvoir à Grammy, espérant que cela l'empêchera de devenir incontrôlable. Taichi retourne ensuite à l'auberge et en repensant à ce que Lemia a dit sur son don, il réalise que c'est un avantage déloyal. À ce moment, une employée nommée Almena arrive, ravie de le voir, et l'informe que ses amis ne sont pas là. En l'entendant, il décide de sortir prendre l'air, mais tombe sur une beauté nommée Anastasia que des gars tentent de séduire. Dès qu'elle le voit, elle s'accroche à lui comme s'il était Brad Pitt et leur dit de déguerpir car son homme est là. Les perdants, rongés par la jalousie, tentent de s'en prendre à lui, mais Taichi en écarte un d'un revers, comme une simple mouche, et intime au second de déguerpir. Une fois parti, il confie à Anastasia qu'il savait très bien qu'elle pouvait se débrouiller seule après l'avoir vu se libérer si facilement tout à l'heure. Anastasia le trouve perspicace avant de révéler qu'elle était l'assassin qui l'a assommé il y a quelques semaines. Là, elle l'informe que depuis sa capture, elle travaille pour la guilde et qu'elle est en mission, alors il la suit et l'aide à neutraliser quelques hommes. Pendant qu'elle inspecte les lieux, Taichi apprend ce qui se prépare contre la ville. Pendant ce temps, Mira et Rin se promènent au carnaval et se rassurent sur le sort de Taichi. En voyant le prix élevé de certains biens, elles font le lien avec leur mission actuelle. Soudain, un mage les attaque et tandis qu'elles le repoussent, les citoyens s'enfuient pour se mettre à l'abri. Au début, elles pensent gagner facilement, mais 3 autres mages arrivent, renversant la situation contre elles. Comme si cela ne suffisait pas, Grammy surgit et assomme Mira avant de s'enfuir avec elle, laissant Rin seule face aux autres. Taichi, de son côté, suit Anastasia sous terre, et quand il tente de forcer une porte, elle le prévient qu'elle est piégée, puis elle crochette la serrure et l'ouvre avec succès. La voir agir à nouveau comme une assassin lui déplaît, alors il lui en parle, espérant qu'elle changera, ce qui la rend heureuse et elle le considère comme son amie. Dehors, Rin, occupée à affronter les mages restants, leur lance un puissant sort d'explosion, puis tente de partir à la recherche de Mira. À sa surprise, elle voit Grammy juste devant elle, et Grammy répond qu'elle n'est pas encore là pour la combattre. Grammy la choque en révélant où se trouve Mira et Rin lui demande pourquoi elle l'aide. Grammy lui dit simplement qu'elle ne veut voir personne mourir et qu'elle préfère les affronter de front. Sur ce, elle trahit sa mission en informant Rin du plan des mages d'utiliser le pacte cramoisi sur Mira. Au début, Rin a du mal à comprendre ce que Grammy vient de dire, mais dès que Grammy simplifie, elle s'énerve et s'envole aussitôt grâce à la magie du vent.
Peu après, Rin arrive au repère et neutralise instantanément tous les mages avant d'utiliser la magie de terre pour désactiver le cercle magique. Elle sauve ensuite Mira, mais avant qu'elle ne parte, Cassim et Laudra apparaissent. Laudra félicite Rin pour ses efforts, puis l'informe qu'environ 3000 monstres se dirigent vers la ville pour détruire tout ce qui lui est cher. Elle pense aussitôt à Taichi, mais Cassim les informe que Taichi ne viendra pas car ils lui ont préparé un tout autre terrain. Surprise, Rin demande s'il est en ville, mais les méchants s'en vont simplement en espérant voir ce que les filles feront pour protéger la cité. Sous terre, Anastasia s'approche d'une autre porte, mais marche sur un piège qui active un cercle magique et invoque un golem géant. Alors que Laudra et Cassim traversent la place de la ville, Cassim dit que Laudra est cruelle de planifier la démolition de la ville, non seulement par une invasion en surface, mais aussi en sous-sol. Une fois que Laudra confirme que les unités souterraines sont environ 500 contre 200 en surface, il conclut que c'est à peu près l'effectif nécessaire pour arrêter Taichi. Cassim s'inquiète un peu et demande s'il est sûr que leur plan réussira, et Laudra lui répond qu'il en est sûr à 90% et que les monstres arriveront aux portes de la ville demain matin. Au fond du souterrain, le golem tente d'écraser Anastasia, mais Taichi la sauve en lui demandant si tout va bien. Puis il lui a rappelé sa promesse de la tenir éveillée toute la nuit. À cet instant, il repousse le golem et le roue de coups de poing, brisant la défense du monstre de pierre. Après l'avoir réduite en miettes, Taichi ne voit aucun noyau dans le golem et il trouve cela étrange. À ce moment, la porte s'ouvre devant eux, révélant des jumeaux insolents dans une pièce pleine de gobelins. Pendant qu'ils se présentent joyeusement, Mira et Rin vont voir le maître de guilde pour l'informer du plan de Laudra d'anéantir la ville avec des monstres. Le maître de guilde appelle immédiatement tous les aventuriers de la guilde à se rassembler pour protéger la ville. Ce faisant, il se demande qui est Laudra, et Mira soupçonne qu'il est derrière le vol des marchandises. Alors que le type encense Taichi, souhaitant qu'il soit là pour les sauver, les filles lui rappellent qu'elles sont des aventurières chevronnées qui doivent protéger leur foyer avec ou sans Taichi. C'est alors que Lemia arrive et propose de se joindre au combat, et ils se sentent tous rassurés de savoir qu'elle peut les aider à tenir bon. Quant à Taichi, il demande aux filles ce qu'elles font et elles lui disent qu'elles comptent lâcher les gobelins dans la ville pour piller et tout détruire. Il s'inquiète et tente de les convaincre qu'elles seront blessées, mais elles lui montrent un orbe cramoisi et disent qu'elles peuvent contrôler les monstres avec. Sans laisser à Taichi le temps de répliquer, elle réveille les gobelins et Taichi dit à Anastasia de reculer pendant qu'il combat les monstres. Il les massacre comme un couteau chaud dans du beurre et à un moment voit les jumeaux appeler à l'aide après avoir perdu l'orbe. N'ayant pas le choix, il les sauve et les emmène auprès d'Anastasia. En retour, les jumeaux révèlent qu'il y a de nombreux gobelins dispersés sous le sol de la ville. En entendant cela, Taichi note que s'occuper de tous ces monstres va l'épuiser. À la guilde, alors que le maître et le stratège discutent de la façon de gérer les monstres, Lemia suggère une tactique pour éliminer les monstres de base, puis attaquer les orques et les ogres au prix de l'épuisement quasi total de sa magie. Quant à Rin, elle a une meilleure idée, bien que risquée, et préfère que Lemia ne s'épuise pas. Elle leur en parle donc et ils décident d'accepter sa proposition. Quelques heures plus tard, ils se réunissent à la porte du château, prêts à suivre le plan de Rin, se rappelant comment elle avait dit vouloir utiliser les bases de la science pour créer une explosion phréatique en combinant 3 éléments. Rin expliquait très mal avec des exemples médiocres, mais dès qu'elle a mentionné une explosion semblable à une éruption volcanique, ils ont immédiatement accepté. Actuellement, Rin regarde les monstres chargés vers la porte du château. Elle crée donc une énorme fosse avant de les noyer sous l'eau et de lâcher du métal brûlant sur eux. Quelques secondes plus tard, l'eau jaillit violemment, pulvérisant et carbonisant les gobelins. La plupart des forces ennemies étant réduites, le maître de guilde ordonne aux aventuriers de contre-attaquer. Il charge donc les forces affaiblies et les massacre. Non loin de là, Laudra et Cassim observent la bataille et ils sont impressionnés par la performance de Rin jusqu'à présent. Après les avoir vus décimer la plupart des forces, Laudra déclare que la partie amusante va commencer. À ce moment, un éclaireur signale au maître de guilde un groupe de monstres renforcés par le pacte cramoisi et d'autres forces se dirigeant vers le champ de bataille. Alors que tout espoir semble perdu, Taichi arrive avec Anastasia et les jumeaux et s'excuse pour son retard. Pendant ce temps, Lemia prépare un sort puissant pour combattre la nouvelle vague de monstres pendant que les filles lui font gagner du temps. Lorsqu'elle lance ses attaques, seuls les sbires sont transpercés, laissant 3 orques cramoisis en vie. Son attaque puissante résonne sur le champ de bataille et Taichi l'aperçoit. Il propose donc de les soutenir. Anastasia prend peur et s'inquiète, mais il la rassure en disant qu'il ira bien et il lui demande de protéger les jumeaux et le maître de guilde. De retour sur le champ de bataille, les filles reprennent courage et attaquent les orques cramoisis, mais ils restent indemnes.
Choquée et épuisée, Rin tombe à genoux, incapable de bouger, mais elle croit que Taichi sauvera la ville même si elle n'est plus là. Elle commence à bavarder en réalisant à quel point il est fort et incroyable, et elle regrette de ne pas avoir eu le temps de lui dire. Alors que l'orque lance son poing vers elle, tout le monde crie son nom à l'unisson, espérant un miracle. Et à leur grande surprise, Taichi surgit et arrête le coup avec son propre poing. Il dit ensuite à Rin de lui dire ce qu'elle voulait lui dire en face. Pendant que les 180 aventuriers se battent contre les monstres, Taichi s'excuse auprès de Rin pour son retard. Mira et Lemia rejoignent Rin, et Taichi explique qu'il était occupé à exterminer des gobelins sous terre. Il supplie donc Lemia de veiller sur les filles pendant qu'il s'occupe de l'orque. À cet instant, il frappe l'orque avant de le saisir et de lui infliger une souplesse qui rendrait Brock Lesnar fier. Après cela, il bondit dans les airs et frappe l'orque si fort que la créature robuste en vomit ses entrailles. Ensuite, il demande aux filles jusqu'où elles peuvent se battre et Lemia admet que ce sera dur, mais qu'elle fera de son mieux pour maintenir la situation. Elle remarque alors les jumeaux à ses côtés et apprend que ce sont des mages de terre qui sont dans son camp. Dès que Taichi voit le monstre à terre se relever pour le combattre, il demande à Lemia de gérer l'arrière pendant qu'il se donne à fond. Alors qu'il se met au travail, Rin s'approche et lui fait un check à la Naruto pour l'encourager. Pendant ce temps, Laudra est impressionné par Taichi et informe Cassim que Taichi a mieux réussi qu'il ne l'avait prévu. Voyant qu'il avait risqué sa vie pour combattre Taichi plus tôt, Cassim se demande s'ils n'étaient que des pions, ce que Laudra confirme en s'incluant parmi eux. De retour à la tente, Anastasia écoute le maître de la guilde, et quand elle apprend que Taichi tient tête aux orques pourpres, elle s'inquiète mais se rappelle alors sa promesse. Ça l'émeut car elle se dit qu'il a été le premier à vraiment se soucier d'elle et à la voir comme une femme et non comme un simple outil. Juste devant elle, Celt et une dame la remercient de les avoir protégés, ce qui pousse Anastasia à songer à refaire sa vie, choisissant de croire en Taichi. À ce moment, une silhouette encapuchonnée entre dans la tente et lui murmure à l'oreille. Aussitôt, Anastasia lâche tout et sort de la tente, comme possédée pour se diriger droit vers le champ de bataille. Pendant que les autres combattent, Lemia et les filles veillent à ce qu'aucun monstre n'approche Taichi, lui laissant le temps d'abattre les orques pourpres. Dès qu'il achève l'un d'eux, le sol tremble, et à cet instant précis, un dragon à 2 têtes surgit de terre. Tout le monde tremble en se demandant pourquoi un dragon est là, car ces créatures se fichent normalement de ce qui se passe à la surface. En réalité, c'est un coup monté par le groupe de Laudra. Sentant que la situation est grave, Taichi dit à Lemia d'évacuer les autres aventuriers et les citadins au cas où les choses dégénéreraient. Alors que les autres partent, Rin choisit de rester et lui rappelle sa promesse de ne pas le quitter jusqu'à la fin. Il accepte à condition qu'il se batte seul, car il serait trop dangereux de devoir la protéger en plein combat. Après cela, il s'avance vers le dragon et appelle Ariel à l'aide. N'entendant pas la voix de l'esprit, il fonce, mais le dragon l'envoie valser d'un coup de queue, lui faisant mordre la poussière comme Sasuke face à Ishiki. Soudain, il voit Anastasia à ses côtés qui veut soigner ses blessures, mais il lui hurle dessus pour être venu sur le champ de bataille. Cela la sort de sa transe et elle se demande comment elle a atterri ici. À ce moment, le dragon lance un souffle sur Taichi, alors Anastasia le pousse et encaisse l'attaque à sa place. Elle se retrouve gravement blessée, et alors que Taichi s'inquiète, elle tente de lui exprimer ses sentiments. Mais en voyant la silhouette de Rin, Anastasia accepte son amour à sens unique et demande s'ils peuvent être amis. Taichi lui confirme qu'ils le sont, mais elle finit par s'éteindre tristement. Furieux d'avoir échoué à la protéger, il hurle à Ariel de lui donner son pouvoir. Ariel répond aussitôt et l'emmène dans son esprit, s'excusant abondamment de ne pas avoir pu l'aider plus tôt. Elle explique qu'il doit lui ordonner de conclure un pacte pour emprunter ses pouvoirs, et que son aide précédente était hors protocole, car sa vie était en danger. Taichi réalise alors qu'il est le seul coupable d'avoir eu peur de son propre pouvoir monstrueux, il se calme et lui ordonne de lui céder sa puissance. Ariel obéit et ils concluent immédiatement un pacte. Rin court vers Taichi et en voyant le corps d'Anastasia, elle se demande qui elle est. Mais Taichi appelle calmement Anastasia son amie et demande à Rin de s'occuper d'elle. Alors qu'il s'avance vers le dragon, elle remarque son aura immense et il lui dit qu'il est désormais un invocateur. En chemin, il confirme qu'Ariel est avec lui et lui dit qu'ils vont achever le dragon en un seul coup. Surpris de voir Taichi encore capable de se battre, le dragon le félicite mais il lui demande simplement pourquoi il est monté à la surface. Le dragon propose alors de lui dire s'il parvient à montrer toute l'étendue de sa force. À ces mots, Taichi se prépare tandis que le dragon s'envole et lance une double attaque de flammes. Taichi lance aussitôt une tornade sur l'attaque du dragon et non seulement il la neutralise, mais il renverse et plaque le dragon au sol. Tout le monde est stupéfait par la force immense de Taichi et le dragon le félicite même pour cela.
Il révèle ensuite qu'une certaine personne lui a demandé d'affronter Taichi pour tester la force du garçon. Il prévient ensuite Taichi que cette personne continuera certainement à le guider dorénavant. Le garçon est confus et le dragon dit qu'il est d'accord avec cette personne car Taichi doit devenir plus fort. Il conseille donc à Taichi de gagner en puissance pour protéger les siens. Plus tard cette nuit-là, Laudra et une silhouette encapuchonnée font leur rapport à la mystérieuse dame derrière l'incident. Et une fois qu'elle a confirmé que Taichi a conclu un pacte avec l'esprit du vent, elle dit qu'elle a hâte de le voir affronter une menace à l'échelle d'un pays. Le temps passe, et alors que la vie en ville redevient normale, Taichi se rend sur la tombe d'Anastasia comme à son habitude. Une fois, pendant un repas, il invoque Ariel devant son groupe, et il le félicite d'être devenu si fort qu'il peut faire appel à l'esprit du vent si facilement. Le Mia encourage alors les autres, qui promettent de travailler plus dur pour ne pas être laissés pour compte. Non loin de là, ils aperçoivent un carrosse aux armoiries royales se diriger vers eux, et avant qu'ils ne s'en rendent compte, une noble nommée Alcina, fille du marquis, en descend et se présente. Elle les informe qu'elle vient de la part du roi Gilmar, qui a demandé qu'ils la suivent à Wenifig, la capitale royale. Peu après, ils se dirigent vers la capitale, et les filles trouvent cela inquiétant, contrairement à Taichi, qui dort à point fermé. Le Mia demande alors quel est le problème à la cour, et Alcina explique qu'il y a une lutte de pouvoir entre Gilmar et son frère cadet, le duc d'Ortesheim. Gilmar vise l'internationalisation, mais son frère est plus conservateur. Ce qui a mené au problème actuel, c'est que Gilmar veut envoyer des mages dans le cadre de sa politique étrangère, mais d'Ortesheim s'y oppose totalement, car il pense que laisser les mages et leur savoir sortir des frontières affaiblira la domination de leur nation. En conséquence, cela a mené à une révolte, et la guerre peut éclater à tout moment. Une fois qu'Alcina leur dit que c'est la raison de leur convocation, Taichi et les filles se sentent mal à l'aise, car on leur demande de participer à la guerre. Quelques instants plus tard, ils arrivent à la capitale royale, et à leur surprise, ils ne voient personne dehors. Une belle capitale, autrefois pleine de vie, semble maintenant sans vie à cause d'un couvre-feu tacite. Pendant toute l'observation, le Mia ne dit rien. Mais quand Alcina lui demande si quelque chose ne va pas, le Mia répond par une question, demandant si le roi a vraiment exigé que Rin et Taichi participent à la guerre. Alcina répond simplement qu'elle a été chargée de s'assurer qu'ils viennent, quoi qu'il arrive. Alors qu'ils rejoignent leur carrosse, une flèche vole droit sur Alcina, mais Taichi la sauve comme Sun Jinwoo, et ils réalisent immédiatement à quel point la situation est devenue grave. Pendant qu'ils se dirigent vers le palais, le cerveau de l'opération informe d'Ortesheim de l'échec de leur tentative d'assassinat, et d'Ortesheim prévoit de prendre les choses en main. L'équipe de Taichi arrive au palais, et ils voient tout le monde les dévisager, mais quand le roi arrive, il saute les formalités avec eux. À ce moment-là, les Mia lui parlent familièrement sans aucun titre honorifique, surprenant tout le monde. Le roi congédie donc ces gens et parle au groupe en privé. Le Mia accepte de l'aider dans sa querelle fraternelle s'il accède à sa requête, et il accepte. Avant de partir, elle confirme que c'est lui qui a invoqué Taichi et Rin, ce qui énerve Taichi, qui répond au roi pour s'être mêlé de leur vie. Une fois que le roi s'est excusé et a promis d'assumer l'entière responsabilité, Taichi lui lâche du lest et part se reposer. Là, Rin le félicite d'avoir tenu tête au roi, et il lui répond que c'est normal, puisque leur vie a été interrompue par une querelle familiale. Alors qu'ils se réjouissent d'être plus proches du retour, la princesse Charlotte arrive et s'excuse, révélant qu'elle est une mage spatio-temporelle, que c'est elle qui les a invoqués et qui les a accidentellement déposés dans un champ rempli de monstres. Alcina tente d'intervenir, lui rappelant que ce n'était pas sa faute, et que c'était le roi qui en avait donné l'ordre. Pourtant, Charlotte s'en veut, car elle voulait aussi de l'aide. Elle explique alors comment elle a préparé un cercle magique en tenant compte des critères requis et le choix s'est porté sur Taichi. Rin, cependant, a été emporté car un assassin s'était faufilé pour saboter le rituel d'invocation. Inquiet, il demande si elle peut les renvoyer, mais Charlotte leur dit que ses pouvoirs ne fonctionnent qu'une fois dans une vie. En entendant cela, ils sont aussitôt déprimés, mais après avoir vu Charlotte pleurer et implorer leur pardon tout en promettant de les renvoyer après la guerre, ils la consolent et acceptent d'aider. Peu après, les Mia arrivent et ordonnent à Taichi de sortir. Une fois dehors, on lui remet une épée et il se dirige vers une arène. C'est alors que Sumela, la générale du royaume, apparaît et annonce qu'elle aimerait tester sa force pour voir s'il est à la hauteur de sa réputation. Elle fonce immédiatement sur lui et déchaîne ses coups d'épée, mais il tient bon et remarque la puissance de ses attaques. Sumela admet alors qu'elle ne se retient pas et qu'elle combat avec soif de sang, alors Taichi pense à invoquer Ariel, mais s'arrête en se rappelant que Sumela n'est qu'une humaine. Pour cette raison, il contrôle manuellement sa force et s'adapte à son style de combat. Le match, d'abord en sa faveur, surprend peu à peu les spectateurs hormis l'équipe de Taichi, car ils voient Taichi égaler Sumela avant de la dominer et de la mettre à terre.
Témoin de sa défaite, elle se met sur lui et lui demande sa semence, disant qu'elle est une candidate solide et comme il n'est pas marié, elle voudrait 3 enfants de lui. Taichi rejette l'idée d'une femme autoritaire et il compte se réserver pour celle qu'il aime. Plus tard dans la nuit, sur le toit, il invoque Ariel et lui dit qu'il veut qu'elle voie cette vue magnifique. La petite fée le taquine, puis sent qu'il est troublé, alors il avoue qu'il a peur d'utiliser ses pouvoirs sur des gens puisqu'il a l'habitude de combattre des monstres. En même temps, il ne veut pas que Rin blesse qui que ce soit, et il veut qu'elle retrouve sa vie normale quand ils rentreront dans leur monde d'origine. Il préférerait se salir les mains plutôt que de voir Rin faire de même. Ariel le qualifie d'âme charitable après l'avoir écouté et elle lui tapote la tête. Plus tard, cette nuit-là, il cherche Rin et tombe sur elle en train de s'essuyer après sa douche, alors il s'enfuit et remercie le ciel d'avoir béni ses yeux. Pendant ce temps, alors que Charlotte prie la déesse de bénir Taichi et Rin avant la guerre imminente, Laudra arrive et lui dit de se reposer. Le lendemain, Taichi cherche Rin dans le château et l'aperçoit en train de jardiner. Alors il s'approche d'elle et l'informe que Lemia les appelle pour assister au conseil de guerre. Pendant ce temps, au manoir de Dortesheim, le duc tient une réunion avec ses vassaux et il propose d'attaquer la capitale royale immédiatement. Mais certains ne sont pas d'accord, rappelant que le camp du roi a 2 étrangers à ses côtés dont ils ignorent tout. Et vu les rumeurs sur le don de Taichi pour les esprits, il demande à Dortesheim de juger. Après les avoir écoutés, Dortesheim suggère d'approcher les étrangers avant qu'ils n'agissent. Mais Nilgan, acharné à attaquer, pense que Dortesheim tient plus à sa vie qu'à l'avenir de la nation. Marchez intervient alors en disant que Nilgan est trop pressé et veut juste soigner son image. Le marquis manque d'en venir aux mains, mais leurs assistants parviennent à les calmer. Finalement, Dortesheim accepte le plan de Nilgan d'attaquer la capitale, malgré ses craintes pour Taichi et Rin. Peu après, Sumela et Bella informent le roi qu'environ 1000 soldats marchent sur la capitale, contre leurs 3000 chevaliers. Le roi demande alors à Bella le nombre de magiciens royaux et elle répond qu'ils ont 300 mages prêts au combat et 500 en réserve. Sur ce, il ordonne de déployer les troupes et Sumela assure à Charlotte que Taichi et Rin les aideront au combat. Peu après, ils se préparent au combat et quand Lemia apprend que seuls 1000 soldats de Dortesheim attaqueront le lendemain, elle se méfie et demande s'il s'agit d'une diversion. Mais quand Sumela lui dit que leur éclaireur n'a pas vu d'autres troupes autour de la capitale, Lemia demande d'augmenter le nombre de mages par précaution. Leurs tactiques de guerre sont incompréhensibles pour les autres, habitués à la paix, alors Mira leur dit de simplement suivre les ordres de Lemia et Sumela. Pourtant, Taichi hésite à frapper des humains comme il le fait avec les monstres, mais Mira et Lemia lui rappellent que c'est la guerre et que le sang doit couler. Pour le rassurer, Sumela dit à Taichi de combattre les forces adverses comme il l'a combattu l'autre jour. Ensuite, dès que la guerre sera finie, il pourra l'épouser. Tout, sauf ce dernier point, semble logique pour Taichi, alors il suit leurs instructions. Plus tard ce soir-là, Taichi va voir Rin pour la rassurer, mais elle lui demande alors de passer la nuit avec elle. Il s'assoit à ses côtés et lui dit qu'il veut qu'elle reste hors de la guerre, car c'est sa faute si elle a été invoquée ici. Rin, qui hésitait, change d'avis et lui rappelle qu'elle a l'intention de se battre à ses côtés. Après tout, elle avait choisi de le rejoindre quand il l'avait écarté du sort d'invocation. Sur ce, elle pose sa tête sur son bras et veut rester ainsi, et lui aussi cherche son bras, mais il sent alors que quelque chose ne va pas. Pendant ce temps, Mira confie à Lemia que Rin semblait inquiète lors de la réunion, et elle doute qu'elle puisse participer à la bataille. Lemia la calme et soupçonne que Rin franchira le pas vers l'âge adulte cette nuit-là avec Taichi. Cela pique la curiosité de Mira, qui compte bien s'amuser aussi. Soudain, Lemia sent une présence étrange, car Marchese a engagé un assassin pour agir avant l'armée de Nilgan afin de lui voler la gloire. Plus tard cette nuit-là, après que Taichi a fermé les fenêtres, l'assassin se glisse dans la chambre de Rin et poignarde le lit. Mais manque de chance pour lui, Taichi, Rin et les autres arrivent, annonçant qu'ils savaient qu'il était là. Lemia félicite l'assassin d'être arrivé jusque-là et elle lui demande de les suivre. À leur surprise, il se jette sur Rin, mais elle l'esquive et perd quelques mèches de cheveux. Voyant que sa bien-aimée a failli être blessée, Taichi enragé roule l'assassin de coups de poing. Mais Lemia l'arrête, pensant que l'assassin est KO. Mais le gars s'échappe et fait une chute mortelle. Le lendemain, ils observent depuis les murs de la capitale les troupes de Nilgan marcher vers leur château. Ils préparent donc leurs forces à l'avance pour les intercepter. Taichi invoque alors Ariel et lance une attaque de vent, créant un immense fossé juste devant les troupes de Nilgan. Le plan est de les empêcher d'avancer, de les forcer à se disperser pour éviter le fossé ou à battre en retraite. En d'autres termes, ils seraient des cibles faciles pour les soldats de la capitale.
Cependant, Nilgan qualifie l'attaque de Taichi de bluff et ordonne à ses hommes de combattre. Ils utilisent donc les pierres magiques de leur bague pour attaquer les chevaliers, et ce revirement inattendu choque les forces de la capitale. Taichi s'approche et leur parle de la bague, et Lemia lui explique à quel point elle est éprouvante pour le corps, pouvant même mener à un épuisement mortel. Ils s'inquiètent aussitôt car les soldats adverses font aussi partie de leur nation, et ils ne veulent pas les voir mourir inutilement. C'est pourquoi Lemia élabore un plan impliquant Rin. Pendant ce temps, beaucoup d'hommes de Nilgan s'effondrent, vidés de leur mana, mais il insiste pour que ceux qui restent debout attaquent Taichi. Il leur lance des rochers, mais Ariel bloque leurs attaques avec une barrière. Bien que certains faillent à tomber sur Rin et les autres, Mira les découpe en morceaux et presse Rin de poursuivre le plan. Rin pèse l'option de sauver les forces adverses plutôt que de les annihiler et elle ordonne aussitôt au mage de lancer un énorme sort d'eau sur les soldats. Une fois le sort sur eux, elle le disperse et à ce moment-là, les forces de Nilgan sont électrocutées et incapables de bouger. C'est alors qu'Imicus, un camarade de Nilgan, apparaît et félicite Rin d'avoir agi sans leur ôter la vie. Nilgan tente alors d'ordonner à ses hommes de continuer l'attaque, mais Imicus lui dit que c'est impossible tant que la paralysie ne s'est pas dissipée. Il s'approche ensuite de Nilgan, disant que c'est fini pour lui et Nilgan s'énerve contre lui pour avoir fourni les pierres magiques. Maintenant, il blâme Imicus et lui demande de faire quelque chose. Imicus le poignarde et lui dit que son rôle est terminé, et sur ce, la guerre prend fin. Alors que tout le monde loue Rin pour son excellent travail, Sumela attrape Taichi pour partager un verre avec elle. Plus tard cette nuit-là, pendant que les autres font la fête, Taichi revient et voit Rin heureuse que les fleurs dont elle s'occupait plus tôt bourgeonnent enfin. Pendant ce temps, Cassim s'énerve car les choses ne se sont pas passées comme prévu, et Grammy essaie de lui remonter le moral, mais ensuite il lui montre un objet cramoisi et l'appelle un gadget qu'il compte utiliser pour traîner Taichi dans la boue. Le lendemain matin, Rin réveille Taichi, et il remarque à quel point elle est jolie, mais va vite vomir pour avoir trop bu la veille. Rin trouve ça impoli et tente de le raisonner, mais il s'excuse et s'en veut d'avoir exagéré la nuit précédente. Pendant qu'ils se chamaillent, Lemia et Mira entrent et les informent que Gilmar veut leur parler. Ils vont avoir une audience avec le roi et il les félicite pour leur performance pendant la guerre. Après cela, Charlotte arrive avec des objets précieux en récompense de leur bataille et ils choisissent les objets qui attirent leur attention. Lemia choisit une bague magique, tandis que Mira choisit une épée courte. Quant à Rin, elle choisit un bâton magique en mithril, tandis que Taichi choisit un katana léger provenant d'une nation orientale. Juste après, Sumela emmène Taichi à l'arène pour s'entraîner à nouveau avec lui. Là-bas, Lemia teste sa bague et adore sa puissance. Quant à Taichi, Sumela se jette sur lui et lui demande de déchaîner son épée ardente et passionnée sur elle, mais il se plaint d'être encore malade d'avoir trop mangé. Quelques minutes plus tard, il se rend dans une boutique et essaie un remède qui soulage son estomac, puis il en discute tranquillement avec Ariel. Non loin de là, il remarque des gens qui le fixent et en parle à Ariel, pensant qu'ils peuvent l'avoir, mais elle l'informe qu'il est le seul à en être capable. Alors qu'il se sent mal à l'aise, craignant que les citadins ne pensent qu'il a mangé des champignons, il l'admire pour avoir protégé leur ville la veille et des gamins arrivent pour jouer avec lui. Après avoir égayé leur journée, il se rend dans une ruelle et interpelle une silhouette qui le suit. Ayant été repéré, Cassim se montre et taquine Taichi, lui demandant s'il a l'intention de l'affronter. Taichi remarque le bras manquant de Cassim et l'interroge à ce sujet, et Cassim lui répond que c'est lui qui l'a pulvérisé. Une fois que Taichi se souvient du vœu de Cassim de l'éliminer, il lui dit qu'il devrait en se battre ailleurs pour ne pas blesser les passants innocents. Cassim dit simplement qu'il a pris des dispositions pour empoisonner tous les puits de la capitale royale si Taichi refuse de le suivre. Quant aux autres filles, elles poursuivent leur entraînement et pendant ce temps, Lemia félicite Sumela de continuer la formation pour apaiser les inquiétudes des soldats. Sumela informe ensuite Lemia qu'ils ont reçu un rapport indiquant que le duc et ses soldats ont presque fini 60% des préparatifs de bataille et que les forces de la capitale pourraient recevoir l'ordre de partir le soir même. Sumela craint de ne pas pouvoir ramener la plupart de ses soldats de la guerre. Pendant ce temps, Taichi suit Cassim dans un endroit isolé et celui-ci dit à Taichi qu'il a une chance de le battre en limitant ses pouvoirs. Il montre à Taichi l'artefact rouge et lui dit que cela rendra son pouvoir magique identique au sien. Ariel se sent mal à l'aise face à cette condition, mais Taichi demande alors à Cassim si leur combat ne finira pas par un match nul si leurs pouvoirs sont égaux. Cassim n'est pas d'accord, affirmant qu'il a travaillé dur pour obtenir son propre pouvoir, contrairement à Taichi qui ne connaît rien à l'effort à cause de ses capacités de tricheur. Taichi s'énerve et ignore même l'avertissement d'Ariel sur la perte définitive de ses pouvoirs. Il accepte donc le défi.
Voyant que c'est une tête de mule, Ariel s'envole vers un endroit d'où elle peut observer leur combat sans interruption. Les deux combattants prennent position et Cassim active l'artefact, provoquant une aura rouge qui enveloppe Taichi et le prive de la majeure partie de ses pouvoirs. Juste après, ils s'affrontent et Cassim est surpris que Taichi parvienne à tenir bon. Alors qu'ils échangent des coups et de la magie, s'épuisant mutuellement, Cassim blesse Taichi à la jambe puis se prépare à lancer une attaque ultime. Taichi, déjà à court d'options, se demande comment contrer l'attaque. C'est alors qu'il se remémore sa séance d'entraînement avec Rin et utilise son épée pour couper l'attaque magique en deux, ce qui projette Cassim en arrière. Déjà épuisé, Cassim reconnaît la valeur de Taichi, mais celui-ci met cela sur le compte du fait qu'il est manchot. Pourtant, Cassim ne considère pas cela comme une excuse, et il dit qu'ils doivent agir en fonction de ce que la vie leur offre. Ariel apparaît alors et demande à Cassim d'annuler l'affaiblissement qu'il a infligé à Taichi, alors Cassim lui dit de détruire l'artefact. Soudain, une créature noire ressemblant à un spectre sort de l'artefact et attaque Taichi. Malheureusement, les attaques de Taichi n'ont aucun effet sur elle, et la créature se rapproche du pauvre garçon. À ce moment-là, Grammy surgit pour le protéger, mais le monstre intangible reste de marbre, alors Cassim lui ordonne de briser l'artefact. N'ayant pas le choix, elle détruit l'objet, mais le spectre demeure. Alors que Cassim se demande si c'était le plan de l'Audra depuis le début, Taichi conclut qu'il devra pulvériser la créature et ordonne à Ariel de comprimer l'air environnant. Puis il lance une attaque de foudre sur le spectre, le coupant en deux et le dispersant violemment. Après cela, il remercie Grammy de l'avoir aidé, puis offre à Cassim un médicament pour l'aider à guérir. Grammy trouve son comportement pitoyable et lui dit d'arrêter car il écrase le peu de fierté qu'il reste à Cassim. Elle explique que Cassim a compris que sa défaite n'était pas un hasard et que ses échecs sont dus au travail de Taichi. Sur ce, elle l'informe que Cassim aime les gens travailleurs et Taichi révèle que son maître était très strict. Après cela, Grammy aide Cassim à se relever et en partant, ils entendent les cloches de guerre et voient les gens fuir. Pendant ce temps, l'Audra parle à Shade dans sa salle d'audience, l'informant de la victoire de Taichi sur le spectre. Elle le taquine, le traitant de méchant pour avoir utilisé un tel objet, mais l'Audra dit qu'il voulait juste exaucer le vœu de son subordonné. Une fois qu'il l'informe que les préparatifs sont terminés, elle lui dit de continuer. Quant au roi et ses forces, ils se préparent à la guerre imminente en postant les soldats hors de la capitale. Alors que Taichi et Rin les regardent, Taichi promet de la protéger, mais elle refuse et insiste pour se battre aussi. Sans pouvoir répliquer, il accepte et lui tape dans la main. Le lendemain matin, alors que Dortesheim et ses troupes se préparent à marcher vers le combat, le marquis propose que son clan se charge de Lemia, promettant d'éviter les échecs de Nilgan. Tandis que Dortesheim passe ses forces en revue, Imicus le rassure. Le marquis s'occupera de Lemia, Ring et Mira. Il ne restera plus qu'à éliminer Taichi, et Imicus assure avoir déjà mis au point une stratégie pour contrer le garçon, ce dont Dortesheim le félicite. Il se demande si la nation le verra comme un fou rebelle envers son frère ou comme le sauveur du royaume. Imicus suggère simplement les deux et Dortesheim acquiesce avant de dégainer sa lame. À l'autre bastion, le roi remonte le moral de ses soldats et ils marchent ensemble pour arrêter les forces de Dortesheim. Quand Taichi voit l'opposition, il serre le poing et déclare qu'il utilisera son pouvoir pour protéger. Sur ce, les soldats s'affrontent et les filles se battent en neutralisant un grand nombre. Quant à Taichi, il raconte sa vie normale il y a quelques mois avant d'être invoqué dans ce monde. Actuellement, il fixe le camp ennemi et décolle comme Tony Stark avant de s'écraser sur leur base avec ses pouvoirs. Pendant ce temps, l'Audra informe Shade de l'avancée de leur plan et elle se demande si Imicus utilisera bien son pouvoir. L'Audra pense que oui et il essaie de simuler comment Taichi surmontera cette situation difficile. Sur le champ de bataille, alors que Rin élimine des ennemis, une aventurière nommée Susora apparaît et l'affronte. Mira, de son côté, tient bon face à de nombreux autres soldats. C'est alors que Marchez surgit et tente de la séduire, allant jusqu'à lui dire qu'elle ferait une épouse idéale, mais elle le repousse en vantant son indépendance. Constatant que les mots n'ont aucune prise sur elle, Marchez décide de passer à l'action et de l'affronter. Quant à Lemia, elle entrave des soldats, mais quand elle veut en finir, un mage nommé Miss Phoros gèle son bâton. Il explique qu'il vient d'utiliser la magie de brouillage, une attaque efficace uniquement sur ses pairs. Depuis que les forces liées ont été libérées, Lemia leur conseille de déguerpir s'ils ne veulent pas finir en bouillie. Taichi, quant à lui, se dirige tranquillement vers la tente de Dortesheim comme s'il était un vieil ami. Le noble et les soldats sont stupéfaits et se demandent comment il a pu parcourir une telle distance, mais il va droit au but en disant qu'il veut parler à Dortesheim seul. Une fois que l'homme a fait sortir ses soldats, Taichi suggère au duc de se retirer de la bataille.
Il souligne qu'il comprend les motivations des deux camps, mais ajoute que Gilmar est prêt à lui pardonner s'il rappelle ses hommes. Pendant ce temps, Immicus libère son ombre noire pour se nourrir des hommes effondrés à l'extérieur de la tente. Pendant les négociations, Lemia combat Misthoros jusqu'à l'impasse, puis elle invente un nouveau sort sur le champ et l'abat. Comme si cela ne suffisait pas, elle lance une énorme magie de flamme qui rivalise avec la première œuvre de Robert Hopi. Témoin de l'explosion de loin, Marchese est furieux que Misthoros ait succombé et échoué dans sa tâche malgré le prix élevé qu'il a payé. Mira méprise son attitude, elle enflamme son épée comme s'il s'agissait de Ryujin Jaka et jure de l'abattre avec sa lame. Les deux croisent immédiatement le fer, mais Marchese a le dessus, alors il écarte son épée, la laissant sans défense. Ou du moins, c'est ce qu'il semblait, car Mira surprend Marchese en lui tranchant la gorge avec son couteau court, le fauchant à cet instant. De retour dans la tente, Taichi explique tout à Dortesheim et s'attend à ce qu'il accepte son offre, mais à sa surprise, le duc refuse. Lorsqu'on lui demande pourquoi, Dortesheim explique qu'il y a des moments où des sacrifices sont nécessaires pour atteindre son but, et il ne craint pas d'être traité de fou pour sa cause. Il demande ensuite pourquoi Taichi ne veut pas régner puisqu'il a le pouvoir de renverser des nations, mais Taichi trouve cela trop contraignant, et gouverner ne lui permettrait pas de sortir souvent. Dortesheim en conclut immédiatement que c'est à cause de l'époque d'où vient Taichi. À ce moment-là, Ariel remarque l'ombre noire qui suinte d'Immicus et elle attire l'attention de Taichi sur ce point. À ce moment-là, Immicus rit cyniquement, surprenant même Dortesheim. Il révèle ensuite comment il manipule Dortesheim depuis qu'il est à ses côtés pour provoquer un conflit majeur et nourrir l'ombre géante avec les guerriers. Pendant ce temps, Rin, qui est la dernière de ses amies, lutte dans son combat contre Susora. La puissante aventurière manque de l'assommer, mais elle utilise les éléments à son avantage et fait pleuvoir des dizaines d'attaques sur elle. À ce moment-là, il voit des soldats tomber chargés sur eux et les attaquer sans but. Lorsqu'ils apprennent qu'aucun d'eux n'est la cause de cette force indésirable, ils s'unissent et se préparent à les affronter ensemble. De retour dans la tente, Immicus parle avec mépris d'avoir servi Dortesheim longtemps sans jamais le voir comme un maître, son seul vrai maître étant Shade. En entendant son nom, Taichi se souvient que le dragon l'avait prévenu de se méfier d'une femme qui le guiderait désormais. Ariel, quant à elle, reconnaît l'énergie sombre et dit qu'elle provient de la guerre entre les empires Galgen et Scatelot il y a 200 ans. Là, ils apprennent que le sort est connu sous le nom de dévoreur d'esprit, car il corrode le corps de ses hôtes, les poussant à se battre et à chercher le carnage jusqu'à ce que leur corps pourrisse. Le duc se demande alors pourquoi Immicus irait jusqu'à utiliser un tel sort, mais Immicus lui répond que c'est ce que Shade a ordonné pour forcer Taichi à intervenir et voir s'il est assez fort pour arrêter une menace de niveau national. Sur ce, il ordonne aux zombies d'avancer et de semer le chaos et les monstres se déchaînent immédiatement. Les forces de Gilmar abattent les soldats, mais ils se relèvent comme Humpty Dumpty. Après avoir observé leur comportement étrange, Lemia fixe l'énorme cercle magique au-dessus du champ de bataille. Elle raconte qu'environ 200 ans plus tôt, une bataille similaire avait eu lieu, mais les soldats furent corrompus par le dévoreur d'esprit et finirent par piller tout l'Empire, massacrant et abattant les gens. Ce fut la pire bataille enregistrée dans leur histoire, avec près d'1 million de morts. Lemia dit à Mira et aux autres que ce contrôle mental ne relève d'aucun élément et que s'ils n'en trouvent pas la source, les soldats zombifiés chargeront la capitale et détruiront tout. Aux côtés de Rin, Susora la traite de poule mouillée pour ne pas avoir tué les zombies et elle note qu'ils sont sans fin. Toujours ferme, Rin en explose plusieurs avec le vent puis propose à Susora de travailler avec les siens, promettant de la payer s'ils survivent. Susora accepte et Rin lui dit que leur première mission en duo est de rejoindre ses alliés. De retour à la tente, Taichi en terrasse beaucoup avec son vent et Dortesheim lui dit qu'il est inévitable d'abattre les soldats. Alors qu'il raconte qu'Immicus a désigné Shade comme le cerveau, il pense que Gilmar acceptera de sacrifier certains de ses hommes pour protéger les citoyens. Taichi pense au fait que ses amis sur le champ de bataille doivent être en danger. Il active le sort d'Ariel et quand Dortesheim voit que Taichi prévoit de se couper, il le lui déconseille mais Taichi lui rappelle que les sacrifices sont nécessaires. Alors Taichi enduit l'épée de magie et au moment où il abaisse la lame, Ariel fige le temps et l'arrête. Elle révèle alors qu'elle lui ment depuis le début et que la forme qu'il voit n'est pas sa vraie forme. Ariel explique que son pouvoir est bien plus grand que ce qu'il a utilisé, mais comme elle craignait que ce soit trop lourd à porter, elle n'en a montré qu'une partie. Mais maintenant, voyant à quel point Taichi est fort et sincère, elle pense qu'il est temps pour lui de l'utiliser. Elle s'envole alors et lui dit son vrai nom, lui ordonnant de rétablir le contrat. Le temps reprend son cours et Rin court rejoindre Taichi. Mais dès qu'il voit son pied blessé, il se précipite pour l'embrasser et s'excuse de l'avoir laissé se battre si longtemps sans la protéger. Il jure ensuite de mettre fin à la bataille et de protéger tout ce qui leur est cher.
Sur ce, il lui dit qu'il est temps pour lui de cesser d'être humain, et il appelle Ariel, la nommant Sylphide, lui demandant d'honorer son appel et de conclure un pacte. Il invoque Sylphide et lance une attaque qui détruit le cercle magique couvrant le champ de bataille, et les soldats enragés reprennent conscience. En voyant cela, Lemia note que c'est la toute première fois qu'elle voit un tel phénomène de toute sa vie, et elle presse Mira d'observer la naissance d'un vrai invocateur. À ce moment, Sylphide descend du cercle magique détruit et dit à Taichi que c'est la première fois qu'elle le voit sous sa vraie forme. Dès que les autres la voient, il l'appelle la reine de tous les esprits. Il discute décontracté avec Sylphide, puis va voir Rin avant de dire qu'il a un compte à régler avec le responsable de la guerre. Non loin de là, il voit Timicus se transformer en monstre, comme s'il possédait un Devil Trigger comme Dante. Rin va checker Taichi, le rassurant qu'elle restera avec lui jusqu'au bout, et Susora gâche l'ambiance en disant à Taichi de revoir ses priorités et qu'il pourra draguer Rin plus tard. Taichi s'exécute et s'envole pour combattre Immicus, demandant alors au vieux qui est Shade. Immicus tente d'échanger des coups avec Taichi, mais Taichi demande à Immicus d'arrêter de parler par énigme. Immicus révèle alors que Taichi a toujours entendu les esprits depuis sa naissance, et qu'il a été invoqué dans ce monde à cause de Shade. Il l'appelle la grande orchestratrice et annonce une guerre imminente, où Taichi servira de bouclier et d'épée à Shade. Taichi, impatient de connaître son nom, interroge Immicus, mais le vieux refuse de cracher le morceau. Taichi s'énerve d'être traité comme un outil, et quand Immicus parle d'honneur suprême, Taichi lui en colle une en pleine face. Il roue Immicus de coups et demande pourquoi lui et sa soi-disant déesse se fichent de la vie des gens qu'ils utilisent comme des pions. Taichi est si ému que son pouvoir augmente et il devient plus fort en plein milieu du combat. Sans laisser de chance à Immicus, il le plaque au sol, le faisant s'écraser comme lors de la chute de Dagan. Après ça, Immicus demande à Taichi de l'achever pour qu'il puisse accomplir son devoir. Quand Taichi hésite, Immicus se moque de sa faiblesse, car il est incapable d'abattre ses ennemis humains. Mais Taichi lui répond alors qu'il a renoncé à son humanité. À cet instant, il décuple sa force et réduit Immicus en poussière. Des jours plus tard, alors que soldats et citoyens fêtent la fin de la guerre, Taichi s'éveille et réalise qu'il s'était évanoui par manque de mana. Il prend aussitôt des nouvelles de Rin et en apprenant que Lemia a soigné le pied de Rin, il la remercie. Quelques secondes après, Charlotte déboule dans la pièce, ravie que Taichi ait repris connaissance. Lemia les embarrasse tous en révélant à quel point ils étaient inquiets parce qu'ils ne se réveillaient pas. À ce moment, son ventre gargouille et ce bruit apaise les tensions. Taichi note que la bataille s'est finie par la victoire de Gilmar et la capitale reprenait vie peu à peu avec des étals bien remplis au marché. Ensuite, le roi les récompense en les intégrant à l'armée royale comme force spéciale en cas de danger pour le royaume et Charlotte leur offre des pierres précieuses. Quant à Dortesheim, on lui demande ses derniers mots, mais il dit simplement à Sumela d'en finir. Taichi, lui, en est attristé, mais Lemia lui dit de garder la tête haute et de se rappeler que les humains ne sont pas parfaits. Elle dit que ceux dotés d'un pouvoir immense feront des choix difficiles et qu'ils doivent vivre avec la douleur et accepter les choses. Lemia le rassure en lui disant que tant qu'il peut douter, s'inquiéter et souffrir, il est aussi humain que n'importe qui. Sur ce, ils rejoignent les autres et avant leur départ, Charlotte promet de trouver un moyen de les renvoyer dans leur monde. Rin lui dit de ne pas trop forcer car elle aimerait aussi passer du temps avec ses amis dans ce monde. Alors que le groupe de Taichi rentre, Sylphide réapparaît sous sa petite forme et ils sont impressionnés que Taichi ait séduit la reine des esprits. Taichi, cependant, compte tout faire pour que Rin et lui survivent et retournent dans leur ancien monde. Si vous avez suivi ce récapitulatif jusqu'au bout, dites-nous en commentaire si vous survivriez une semaine dans cet univers.